Élodie Dupont, âgée de 28 ans, ressentait encore une vive douleur à l'estomac à l'approche de la fin de l'année. En sirotant son café froid, elle regarda son téléphone et constata qu'elle avait 7 appels manqués. Tous. De sa mère Isabelle. Son petit appartement lui appartenait enfin. Une conquête durement gagnée après avoir terminé ses études universitaires et obtenu un poste de rédactrice dans une agence de publicité. Elle avait enfin atteint son indépendance financière. Bien que le travail fût exigeant, il lui procurait une grande satisfaction. Et pouvoir gérer son temps comme elle l'entendait était un luxe inestimable après tant d'années passées sous le toit familial. Avant même de décrocher, Élodie se rappela les Noëls d'antan. Ces fêtes, censées être des moments de joie en famille, suivaient toujours le même schéma. Tandis que les adultes riaient et dégustèrent du vin, c'était toujours à elle qu'incombait la responsabilité de s'occuper des cousins. Au fil des ans, cette obligation était devenue une évidence pour sa famille, sans jamais prendre en considération ses propres sentiments. Posant sa tasse de café, elle prit une grande inspiration et répondit au téléphone. « Enfin, tu as décroché !» lança sa mère, Isabelle d'un ton mêlant reproche et inquiétude. « Je t'ai appelé plusieurs fois, tu étais au travail. » En réalité, Isabelle avait remarqué les appels bien après la fin de la journée et avait préféré attendre pour parler. « Quels sont tes plans pour Noël ?» demanda-t-elle avec une pointe de ruse dans la voix. Élodie se sentit sur la défensive. « Comme d'habitude, je vais chez mes parents, » répondit-elle. « Mais cette année, ce sera différent, » répliqua Isabelle. Véronique a eu une idée géniale. Tous les adultes partent en croisière dans les Caraïbes du jour de Noël jusqu'au jour de l'an. En disant « tous les adultes », il était évident qu'Élodie n'était pas incluse. « Vraiment ? Et moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Après un court silence, Isabelle ajouta « Tu as un rôle particulier. » Le cœur d'Élodie se serra davantage. « Quel rôle ?» demanda-t-elle. « Prendre soin de Chloé, Antoine et Léo. Ils sont trop jeunes pour partir en croisière. »« Attends, tu veux dire que tu t'attends à ce que je m'occupe d'une fille de 11 ans, d'un garçon de 8 ans et d'un autre de 4 ans pendant une semaine entière, pendant que tout le monde se prélasse au soleil en sirotant des cocktails ?» répliqua Élodie. « Ce n'est pas exactement comme ça. En comme, tu t'entends très bien avec eux. Et de plus, tu n'as aucun projet pour Noël. Et puis, tu n'as pas d'enfant, donc ce sera une bonne expérience pour toi. » Une vague de colère monta en Élodie. « Maman, j'ai ma propre vie. J'ai des projets avec mes amis et des échéances au boulot. C'est pour la famille, certes, mais les billets ont déjà été achetés, ils sont non remboursables. » Elle luttait contre l'envie de raccrocher, gardant son calme. « Quand allais-tu me consulter? Tu pensais vraiment que j'allais accepter sans discuter ?» Isabelle répliqua. « Bien sûr que je ne pensais pas que tu dirais non. Tu as toujours été si dévouée, toujours prête à faire passer la famille avant tout. Je ne suis plus une enfant, » dit Élodie d'un ton posé. « J'ai le droit de gérer mon temps, et je te dis non. » Un bref silence suivit, puis Isabelle ajouta « Élodie, ne pense pas seulement à toi. Ce voyage est pour toute la famille, sauf pour toi. Je ne peux pas croire que ton égoïsme gâche les plans de tout le monde. Vous avez tout organisé sans même me consulter, en espérant que je m'infligerais une semaine entière de sacrifice. Ce n'est pas juste. Ça suffit. Je vais demander à ton père de t'appeler pour que tu l'écoutes. » déclara Élodie avant de raccrocher, incertaine de savoir si ses paroles avaient atteint sa mère cette nuit-là. De retour dans son appartement, Élodie se sentit agitée. Son téléphone ne cessait de sonner avec les appels de ses parents, tous redirigés vers la messagerie, et elle reçut aussi un court texto de son oncle Ricardo. « Élodie, pense à la famille, s'il te plaît. » Mélangée entre le dépit et la détermination, elle s'installa sur le canapé et appela son amie Julie, qui connaissait très bien la situation familiale. « Est-ce qu'ils essaient encore de te faire jouer les babysitters ?» demanda Julie dès le début de l'appel. « Cette fois, c'est différent. » J'ai dit non. « Je ne vais pas accepter leur décision à leur guise, » répondit Élodie. « C'est vraiment bien pour toi. Tu as toujours été trop accommodante. Tu mérites de prendre du temps pour toi, » répliqua Julie. « Mais ils n'abandonnent pas, » soupira Élodie. « Mon père ne cesse de téléphoner.
Ne décroche pas, ta décision est claire. Ils essaient juste de te faire changer d'avis, conseilla Julie. Merci, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Absolument. Pas, affirma Julie avec assurance. Encouragée, Élodie décrocha alors l'appel de son père, Jean. Papa, ma réponse reste la même, déclara-t-elle fermement. Avec une voix calme, il dit « Nous voulons juste que tu fasses preuve d'un peu de compassion pour la famille. » Que moi, manquer de compassion, vous ne respectez jamais mon temps? Ni mes projets. Très bien, passons ce Noël séparément, mais peux-tu venir juste le matin de Noël? Demanda-t-il. Bien qu'un peu sceptique, l'idée lui parut raisonnable. D'accord, j'irai seulement le matin de Noël. Mais arrêtez de me demander de garder les enfants. Promis, répondit-elle. Merci, ajouta Jean. Après cet appel, Élodie se sentit quelque peu perturbée. Il lui semblait étrange que son père ait accepté sa décision si facilement, mais elle se sentait soulagée d'avoir posé des limites claires avant Noël. Dans les jours qui suivirent, elle réduisit au minimum ses contacts avec la famille, quelques messages, de temps à autre, et plus aucun mot sur le babysitting. Elle se sentait apaisée, bien qu'une suspicion persistante lui murmurât que quelque chose clochait. La veille de Noël, avant d'aller se coucher, elle envoya un texto. « J'arriverai vers 11h demain matin. Joyeux Noël !» La réponse ne se fit pas attendre. C'était Isabelle qui écrivait. « Bien noté, Élodie. J'ai hâte de te voir demain. » Un léger sourire illumina alors son visage. Malgré les liens compliqués, elle était prête à tenter une réconciliation pour l'esprit des fêtes, tout en préservant ses limites. Le matin de Noël, Élodie se leva de bonne heure, emballa soigneusement les cadeaux et les chargea dans sa voiture. Elle avait choisi des présents spéciaux pour chaque enfant, un ensemble de romans récents pour Chloé, un kit de construction pour Antoine, et l'adorable peluche que Léo désirait tant, tandis que des chansons de Noël jouaient doucement. À la radio, elle se dit « Aujourd'hui sera une bonne journée, une visite rapide, distribuer les cadeaux, puis retour à ma vie. » Pourtant, en arrivant devant la maison de ses parents, quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune trace de la voiture de son père, ni des véhicules de Véronique ou de l'oncle Ricardo. Bien que les lumières fussent allumées, l'ambiance festive habituelle manquait cruellement. Fronçant les sourcils, elle s'approcha de la porte. La sonnette retentit, et en quelques instants, de petits pas se firent entendre. La porte s'ouvrit pour révéler une fillette rayonnante de joie. « Élodie !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Bien sûr que tu es venue. » Élodie serra la fillette dans ses bras et dit gaiement « Joyeux Noël, ma chérie. Mais où est tout le monde ?» La petite répondit innocemment. « Maman, papa et les autres sont partis en voyage. On m'a dit que tu allais t'occuper de nous. » Élodie resta bouche bée. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Peu de. Après, Antoine et Léo se précipitèrent pour la rejoindre et lui offrir un câlin. « Tu as apporté les cadeaux ?» demandèrent-ils, essayant de sourire pour ne pas alerter les enfants de sa colère. Élodie répondit « Bien sûr, allons déposer tout cela dans le salon d'abord. » Et les guida à l'intérieur. La maison était magnifiquement décorée. Les cadeaux, soigneusement disposés sous le sapin, et sur la table trônait un petit déjeuner avec une note. Tandis que les enfants s'émerveillaient de leur présent, Élodie lut le message. « Nous avons pris le vol de 9h. Nous avons préparé le petit déjeuner et il y a de quoi manger pour une semaine dans le frigo. Suivez les instructions. Les numéros d'urgence y figurent également. Léo doit se coucher à 7h du soir et Chloé, ainsi qu'Antoine, à 8h30. Avec tout notre amour, maman. » Ils avaient complètement ignoré le refus clair d'Élodie et l'avaient dupée pour qu'elle garde les enfants. « Il faut que je passe un coup de fil, je reviens tout de suite, » annonça-t-elle. Elle se rendit dans la cuisine et composa le numéro de sa mère. Après plusieurs sonneries, Isabelle répondit enfin. « Allô Élodie, tu es arrivée? Comment vont les enfants? Qu'est-ce que tu pensais faire ?» La colère débordait désormais chez Élodie. « Comment peux-tu agir de manière si malhonnête alors que j'avais clairement dit non ?» exigea-t-elle. « Élodie, calme-toi s'il te plaît.
tenta d'expliquer Isabelle d'un ton apaisant. Nous savions que tu viendrais parce que tu es responsable. Je n'ai jamais dit que tu étais notre baby-sitter. Nous avions seulement convenu que tu passerais la matinée de Noël avec nous. Mais tu ne peux pas simplement partir. Les enfants ont besoin de toi. C'est de la négligence. La voix d'Élodie se fit glaciale. Tu sais ce qui arriverait si j'appelais la police ? Menaça-t-elle. Un silence choqué se fit sentir, de l'autre côté. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas ? Tu veux tester ? Si tu ne reviens pas vite, ma prochaine appel sera à la police, déclara-t-elle. Attends, répondit Isabelle, nerveuse. Nous sommes encore à l'aéroport. Le vol n'a même pas décollé. Alors, annulez le vol et rentrez. Je te donne 1 heure de plus. Si tu n'es pas là d'ici là, j'emmènerai les enfants au commissariat. Élodie, s'il te plaît, 1 heure, implora Isabelle. Mais Élodie réitéra le délai et raccrocha, le cœur battant la chamade. Revenant vers les enfants, Élodie tenta de détendre l'atmosphère. Les enfants, papy et les autres vont bientôt revenir. Pourquoi ne pas jouer un peu en attendant ? Les enfants acceptèrent avec enthousiasme. Elle joua à des jeux de société, leur lut des histoires de Noël et distribua des biscuits, tout en veillant à ne pas laisser transparaître sa colère. 45 minutes après son ultimatum, elle se demanda si elle devait réellement appeler la police. Mais 50 minutes plus tard, elle aperçut des voitures qui s'approchaient. Par la fenêtre, elle distingua la voiture de ses parents, ainsi que celle de Véronique et de l'oncle Ricardo. « Regardez, tout le monde est de retour !» Les enfants se précipitèrent vers la porte avec joie. Élodie prit son sac et observa la réunion des parents et des proches. À l'extérieur, Isabelle s'approcha d'elle. « Je n'ai pas besoin d'explications. Je pars », déclara Élodie. « Mais c'est Noël !» supplia Isabelle. « Passons au moins un peu de temps ensemble en famille. Je sais que tu me considères comme un outil, quelqu'un toujours disponible à ta guise. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. » Après avoir dit au revoir aux enfants, Élodie quitta silencieusement la maison par la porte arrière. En montant dans sa voiture, elle entendit des voix élevées à l'intérieur. C'était Jean qui réprimandait Isabelle et Véronique. Prenant une grande inspiration, elle démarra et s'éloigna, le cœur partagé entre colère et tristesse, mais aussi avec une étrange sensation de liberté. Enfin, elle s'était affirmée. Le lendemain de Noël, Élodie passa une matinée paisible seule dans son appartement. Elle répondit rapidement aux messages de ses amis, mais ignora ceux de la famille. Après les événements de la veille, elle avait besoin d'espace. Plus tard, dans l'après-midi, en parcourant Facebook, son cœur se serra en voyant une publication d'Isabelle. Ce fut un Noël triste. Ça fait mal de voir que quelqu'un ne se soucie pas de sa propre famille. Les enfants ont été déçus et les plans ont été ruinés. Jamais je n'aurais imaginé que nos liens familiaux puissent être si fragiles. La publication reçut de nombreux commentaires tels que « Quel dommage ! La nouvelle génération n'a aucune responsabilité. » Et « Ils ne savent même pas prendre soin des enfants. » La famille, c'est tout. Les mains tremblantes, Élodie fit des captures d'écran. Bien qu'Isabelle ne la mentionnât pas par son nom, il était évident que le post parlait d'elle et déformait totalement la vérité. Envahie par la colère, Élodie rédigea alors un long message sur ses réseaux sociaux. Il est temps de clarifier les choses. Hier, je suis allée chez mes parents pour Noël et j'ai découvert que mes parents, ma tante et mon oncle étaient déjà partis en voyage, s'attendant à ce que je m'occupe de 3 enfants pendant une semaine entière, malgré mon refus catégorique. J'ai même menacé de porter plainte pour négligence, et ils sont revenus à contre-cœur. Aujourd'hui, on m'accuse de ne pas aimer la famille, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ne respectent jamais mon temps ni mes choix. Je ne suis ni un jouet ni une babysitter gratuite à disposition de quiconque. La famille, c'est le respect mutuel, pas des exigences unilatérales et de la manipulation. Publier cela risquait de briser définitivement les liens, mais elle sentait qu'elle devait dire la vérité. Les doigts tremblants, elle cliqua sur « Publier ». Presque immédiatement, les messages de soutien commencèrent à affluer. D'abord, Julie commenta « Tu as fait ce qu'il fallait ». Peu après, d'autres amis envoyèrent des mots d'encouragement.
Étonnamment, des réponses commencèrent également à venir de la part de sa famille. Le premier message fut de son grand-père, Monsieur André. « Élodie, peux-tu m'appeler? Nous devons parler. » Peu après, sa grand-mère, Madame Jeanne, ajouta « Isabelle, Jean, Véronique et Ricardo, je suis très déçu de vous. Vous devez présenter des excuses à Élodie. » Savoir que ses grands-parents étaient de son côté apporta à Élodie un certain réconfort. Elle appela alors son grand-père dont la voix chaleureuse et assurée lui dit « Ça a été difficile, ma fille. »« Oui, grand-père, c'était horrible. J'ai parlé à maman et son comportement était impardonnable, tout comme celui de papa, de Véronique et de Ricardo. Tout le monde me reproche comme si j'étais la méchante, mais il se trompe, expliqua Élodie. Tu as simplement défendu tes droits en tant qu'adulte. Leur comportement a été tout aussi irresponsable envers les enfants. Pour l'instant, prends de la distance. Ils ont besoin de réfléchir, et ta grand-mère et moi allons nous occuper de cela, conseilla Monsieur André. Élodie le remercia et raccrocha, bien que ce sentiment de soulagement ne dura pas longtemps. Cette nuit-là, les réseaux sociaux d'Élodie furent inondés de critiques venant de sa famille. Isabelle l'accusa de dévoiler des affaires privées. En public, Jean lui dit de grandir, tandis que Véronique et Ricardo la traitèrent de traîtresse. Rapidement, une avalanche de commentaires sévères de la part d'autres cousins, oncles et tantes affluèrent. Parallèlement, la publication d'Élodie se répandit bien au-delà de son cercle proche. Non seulement ses amis la partagèrent, mais de nombreuses personnes se reconnurent dans son histoire, commentant des phrases telles que « J'ai vécu quelque chose de similaire. Ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu dois tolérer le manque de respect. » Parmi des centaines de messages de soutien, le téléphone d'Élodie ne cessait de sonner jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Le lendemain, matin, Élodie fut réveillée par un appel de Julie. « Élodie, la situation a complètement dégénéré. Ta publication est partagée partout, et certains blogs en parlent, même. » Se frottant les yeux, elle consulta son téléphone et vit que les notifications affluaient sans cesse. Son message avait été partagé des milliers de fois, et de nombreuses personnes relataient des expériences similaires. Plusieurs sites d'actualité avaient même repris son histoire, débattant de l'importance d'établir des limites dans la famille. Bien qu'elle ait souhaité rester anonyme, la situation lui avait échappé. « Je n'ai pas demandé tout ça, mais tant de gens se reconnaissent en toi », commenta Julie. Dans l'après-midi, un autre événement choquant se produisit. Isabelle publia un nouveau message. « Il faut que je clarifie les choses. Ma précédente publication était très émotive. Mon mari, mon beau-frère et moi avions des attentes démesurées envers notre fille Élodie. Nous n'avons pas respecté ses désirs et avons essayé de l'utiliser comme baby-sitter gratuite. Sa réaction était entièrement justifiée et je présente mes excuses publiquement. » Élodie resta sans voix. Voir sa mère s'excuser en public lui semblait impensable. Peu après, elle reçut un message de son grand-père. « Isabelle et moi avons parlé. Leur comportement est honteux. Tes parents, ainsi que Véronique et Ricardo, ont accepté de présenter des excuses publiques, mais ce n'est pas suffisant. Ils t'exploitent depuis trop longtemps et nous devrions peut-être envisager des actions en justice. » Élodie fronça les sourcils à l'idée d'une procédure contre sa propre famille. Au début, l'idée de porter plainte lui parut extrême, mais sa vision changea rapidement cette nuit-là. Elle continua d'ignorer les appels de sa mère et, plus tard, ouvrit un courriel de son père. Le contenu la mit en colère. « Élodie, nous nous sommes excusés publiquement, mais tu dois aussi revoir tes comportements. Menacer d'appeler la police pour négligence est exagéré. Nous voulions seulement que tu prennes soin des enfants pendant quelques jours. Ton excès de… » Réaction a embarrassé toute la famille. « Nous ne t'inviterons plus aux réunions familiales. » Ces mots firent monter sa colère à son paroxysme. Ils avaient présenté des excuses de manière superficielle, mais en réalité, ils continuaient de la blâmer et même d'essayer de l'exclure de la famille. Aussitôt, Élodie appela son grand-père. « Grand-père, papa vient de m'envoyer ce courriel. » La voix de Monsieur André était empreinte d'indignation. « C'est inacceptable. Ils n'ont rien appris. Élodie, tu devrais consulter un avocat, car ceci relève du harcèlement. »
Suivant ce conseil, elle rencontra le lendemain une avocate spécialisée en droit de la famille, nommée Claire. Celle-ci l'écouta attentivement, pendant qu'Élodie lui racontait toute son histoire et lui expliquait que la situation était bien plus grave qu'elle ne le pensait. « Élodie, ce n'est pas qu'un simple conflit familial, » déclara Claire. « Le comportement de tes parents et de tes proches peut être considéré comme du harcèlement psychologique. De plus, les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux pourraient entraîner des poursuites judiciaires. Veux-tu vraiment porter plainte ? » « Commençons par envoyer une lettre d'avertissement, » répondit Élodie. « Nous leur ferons savoir que si ce harcèlement continue, nous engagerons des actions en justice. » Claire approuva et envoya une mise en demeure formelle à ses parents, à Véronique et à Ricardo. Malheureusement, cette démarche ne fit qu'aggraver la situation. Après avoir reçu la lettre, Isabelle devint encore plus agressive sur les réseaux sociaux, affirmant qu'Élodie était une fille ingrate pour vouloir poursuivre la famille en justice. Jean alla jusqu'à la qualifier d'émotionnellement instable, minimisant ses plaintes comme étant exagérées, tandis que Véronique et Ricardo l'accusaient également de chercher l'attention et d'inventer des histoires. Ces remarques furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Élodie. Elle se réunit de nouveau avec son avocate et décida de déposer une plainte pour diffamation et préjudice émotionnel. « Élodie, je sais que cette décision n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour te protéger, » dit Claire avec douceur. Le jour où la plainte fut officiellement déposée, Élodie ressentit un mélange d'émotions. Elle aimait sa famille, mais leur comportement était impardonnable. Un schéma d'exploitation et de manque de respect qui perdurait depuis trop longtemps. Ses grands-parents soutinrent pleinement sa décision et se portèrent volontaires pour témoigner en sa faveur au tribunal. Chloé, Antoine et Léo étaient les trop jeunes pour comprendre toute la situation, mais Élodie continua de s'occuper d'eux avec tout son amour. Au fil des mois, alors que la procédure judiciaire avançait, les liens familiaux se brisèrent complètement. Ses parents, ainsi que Véronique et Ricardo, coupèrent tout contact avec elle, et d'autres membres de la famille prirent parti. Beaucoup soutenaient ses parents au nom de l'unité familiale, tandis que ses grands-parents et quelques cousins se rangèrent du côté d'Élodie. Le procès progressa plus rapidement que prévu. Claire présenta des preuves claires d'un schéma de mauvais traitement qui s'étalait sur des années, détaillant l'incident de Noël et le harcèlement constant en ligne. Les témoignages de ses grands-parents furent particulièrement percutants, rappelant comment Élodie avait toujours été traitée au sein de la famille. La preuve la plus accablante fut constituée de captures d'écran de publications diffamatoires, publiées par Isabelle, Jean, Véronique et Ricardo, ainsi que d'enregistrements de messages offensants adressés à Élodie. Tout cela démontrait un harcèlement intentionnel. Finalement, le juge statua en faveur d'Élodie, émettant une ordonnance de protection contre ses parents, Véronique et Ricardo, et lui accordant une indemnisation considérable pour diffamation et préjudice émotionnel. Il fut également ordonné qu'ils retirent leurs déclarations mensongères des réseaux sociaux et publient des excuses officielles. Le juge insista sur le fait que les actions d'Isabelle, de Jean, de Véronique et de Ricardo constituaient un harcèlement grave ayant causé une détresse émotionnelle intense et rappela que les relations familiales doivent reposer sur le respect mutuel, une règle qu'ils avaient totalement bafouée. En sortant du tribunal, Élodie ressentit un mélange de triomphe et de tristesse. Elle avait su s'imposer et remporter le procès, mais elle regrettait aussi la possible perte définitive des liens familiaux. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui avait dit son grand-père en la serrant dans ses bras. « Le temps peut guérir certaines blessures, mais tu mérites toujours de connaître ta valeur et de protéger ta dignité. » Dans les semaines qui suivirent le verdict, la vie de ses parents et des autres membres de la famille changea radicalement. Le procès fut largement médiatisé, ternissant sévèrement leur réputation au sein de la communauté. Jean perdit la confiance de ses collègues et fut contraint de prendre sa retraite anticipée après 35 ans de carrière. Isabelle dut démissionner de son poste dans l'association scolaire locale, perdant ainsi son prestige dans le quartier. Véronique et Ricardo se retrouvèrent socialement isolés, et la petite boutique qu'ils tenaient connut une baisse drastique d'activité. La mauvaise réputation qui se répandit sur Internet affecta également leur vie réelle.
Et peu à peu, les clients fidèles se firent rares. En 6 mois, ils durent fermer leur boutique, prirent du retard dans le paiement de leur hypothèque et finalement déménagèrent dans un modeste appartement de banlieue. Élodie garda néanmoins une relation précautionneuse avec ses grands-parents et les enfants, mais coupa tout contact avec ses parents, ainsi qu'avec Véronique et Ricardo. Lorsque Chloé eut 18 ans, elle quitta la maison de ses parents pour venir vivre avec Élodie, et Antoine et Léo, peu à peu, se distancèrent également, car depuis qu'Élodie s'était éloignée, ils dépendaient déjà de Nounou. 10 ans plus tard, Élodie avait bâti une carrière florissante et était entourée de la famille qu'elle avait choisie elle-même, son mari et sa fille. Elle s'était enfin libérée de sa famille biologique. Même si la douleur du passé refaisait parfois surface, elle se consolait en se rappelant que ses choix étaient les bons. « Je n'ai pas de place dans ma vie pour ceux qui me traitent comme un objet », confia-t-elle à sa thérapeute. Cela peut paraître dur, mais c'était indispensable pour se protéger. Les blessures infligées par sa famille ne guérissaient jamais complètement. Mais Élodie poursuivit son chemin avec fierté. Le sort de ses parents, de sa tante et de son oncle resta une leçon sévère pour quiconque tenterait d'exploiter autrui.